Et des savoirs de Toulouse. Bienvenue, donc je disais, à celles et ceux qui nous rejoignent. D'abord en public ici au Quai des Savoirs de Toulouse ou dans la lumière bleue de leur écran d'ordinateur pour notre 10e échange de la journée. Je vous rappelle que vous pouvez, en envoyant un SMS au 07 69 69 38 33, poser des questions à nos invités à l'issue de cette table. Coupable, victimes et innovantes, les villes face aux défis climatiques à venir. On les juge responsables d'une partie du changement climatique. Les villes, sièges des entreprises les plus polluantes et territoires les plus soumis au transport, connaissent également certaines des conséquences les plus extrêmes de ce même changement. Vagues de chaleur ou pluies diluviennes y deviennent de plus en plus fréquentes. Dans un tel contexte, comment les acteurs de la ville s'adaptent-ils à cette nouvelle donne en faisant place à l'innovation et en accroissant les libertés individuelles? Avec nous, pour en débattre, Pierre Ribotte, directeur général Hauts-France chez Veolia, François Chollet, vice-président de Toulouse Métropole, chargé de l'écologie, du développement durable et de la transition énergétique, et à distance, Robert Vautard, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. C'est Sébastien Le Foll, directeur de la rédaction du Point, qui sera le modérateur de cette session. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonsoir, merci d'être aussi nombreux à ce nouveau rendez-vous de Futurapolis Planète. Donc nous allons parler des villes, effectivement, Boris l'a dit, à la fois source de bien des difficultés aujourd'hui sur le plan climatique que l'on connaît, mais aussi c'est là que se joue certainement, que vont se trouver beaucoup de solutions à nos problèmes. Je voudrais d'abord vous demander à vous, Pierre Ribotte, qui est directeur général Hauts-France chez Veolia. C'est un peu un exercice de mise en perspective sur les ressources en eau. Si on se projette, mettons, en 2040, à quoi ressembleront ces ressources en eau? Si d'abord on fait un point pour la France, et puis globalement dans le monde, c'est quoi les grandes tendances, pour qu'on ait tout ça en tête avant d'avancer dans notre discussion? Bonjour. Si on se projette en 2040, 2050, on va dire, en France, les ressources superficielles verront leur niveau d'eau en été diminuer de 20 à 30%. Ce que vous appelez les ressources superficielles? Les fleuves, les rivières. D'accord. Voilà. Et la recharge de nappe va être 20 à 30% en moyenne, en dessous de ce qu'on connaît, on va dire, aujourd'hui dans la période précédente. Plus précisément, alors, ça va frapper tout le monde, donc il y aura un petit peu moins d'eau accessible. Ça a des conséquences sur évidemment la quantité, mais aussi la qualité. Ça veut dire que les contaminants qui vont être rejetés au milieu naturel vont être un petit peu plus concentrés. Et si on regarde plus précisément la région toulousaine, et on va dire le quart sud-ouest de la France, la situation est un petit peu plus poussée, un peu plus grave, je dirais, puisqu'on verra sur la Garonne notamment, mais d'une façon générale, sur le bassin versant Adour-Garonne, on verra entre moins 40, moins 50, parfois moins 60%. Donc on peut imaginer que... moins 40, moins 50, moins 60% d'eau. Ouais, le débit d'étiage, donc en été, de ces fleuves-là, sera divisé par 2. Ça, ce sont des hypothèses ou c'est une projection? C'est des projections basées sur les données qu'on a accessibles aujourd'hui. Donc ce sont des modélisations de ce qui se passera. Donc on ne parle pas de risque. C'est des choses qui vont se passer. Ça ne va pas se passer tout le temps, partout en même temps, mais ça va s'intensifier.
Et donc, on verra ces situations-là en France et dans le Sud-Ouest. Robert Vautard, vous êtes donc avec nous à distance, donc je vous rappelle, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, vous êtes chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Alors, ce qui nous a frappé encore tout récemment, ce sont ces épisodes extrêmes de pluie. Est-ce qu'ils sont, ces épisodes, liés directement au changement climatique, ceux qu'on a connus récemment? Alors, les épisodes de pluie sont en quelque sorte dopés par le changement climatique, au sens où lorsque le climat se réchauffe, lorsque les températures s'élèvent, la capacité de l'atmosphère de contenir de la vapeur d'eau est augmentée de façon exponentielle, et d'environ à peu près 7% par degré. Donc, ça veut dire que dans un climat plus chaud, donc de 2 degrés, ça serait 14%, etc. Alors, en pratique, c'est pas tout à fait linéaire, ça peut être plus que ça. Et lorsqu'on a des orages, ces orages déversent un petit peu tout le contenu d'eau qu'il y a dans l'atmosphère, et donc les pluies les plus intenses sont encore plus intenses. Alors, il y a des mécanismes qui font que c'est pas exactement 14%, mais probablement un peu plus. Voilà, donc c'est en ça que c'est lié. Ça ne veut pas dire que que ces épisodes n'auraient pas pu exister sans changement climatique, mais d'une manière générale, par exemple, on voit que dans le sud-est de la France, notamment, les pointes les plus fortes des épisodes pluvieux, les pluies cévenoles les plus fortes, ont augmenté déjà d'une vingtaine de pourcents depuis le milieu du siècle précédent. Donc ça, on sait l'attribuer aujourd'hui au changement climatique, cette augmentation. Si on se projette là aussi, d'ici 20 ans, pour une grande ville comme Toulouse, les conséquences immédiates du réchauffement climatique, quelles sont-elles les plus prévisibles, Robert Vautard? On a vu cet été, avec le nouveau rapport du GIEC, on sait que maintenant on peut faire des simulations quasiment en ligne pour savoir ce qui nous attend région par région, mais à l'échelle d'une région comme celle-ci. Alors, la région toulousaine, plus en Europe, d'une manière générale, plus on va vers le sud, plus les problèmes s'accumulent. Avec le changement climatique, ce qui est tout à fait proéminent, ce sont les vagues de chaleur et les sécheresses qu'elles peuvent entraîner avec elles, les vagues de chaleur estivales notamment, qui sont, on l'a vu ces dernières années, déjà très très fortes. On dépasse les 40 degrés, on peut aller même jusqu'à 46, alors pas en région toulousaine, mais on est quand même concerné, ça pourrait très bien se passer à Toulouse. Et plus récemment, on a vu donc à 50 degrés nord en Colombie-Britannique cet été, des valeurs qui atteignaient 50 degrés, alors que ce sont des latitudes qui sont plus élevées que celles de Toulouse. Donc ce sont des choses qui peuvent se produire, on ne peut plus les exclure en tous les cas aujourd'hui, des scénarios comme celui-là. Donc ça, c'est vraiment le numéro un. Après, il y a toute une kyrielle d'autres types de phénomènes. Donc sur les régions côtières, bien sûr, c'est la montée du niveau des mers, qui est attendue d'ici la fin du siècle entre 50 centimètres et 1 mètre. Alors, il y a des variations régionales, il est difficile de rentrer dans le détail, mais ça, c'est certain aussi. Et puis aussi les pluies extrêmes, qui vont être donc sécheresse, pluies extrêmes, vagues de chaleur, montée du niveau des mers, et puis après tout un ensemble de phénomènes pour la région, notamment sur le tourisme d'hiver, la perte de la neige, la perte la diminution de la neige, et puis des ressources en eau, comme ça a été mentionné. Donc il y a un ensemble de conséquences qui vont tout ensemble créer une pression qui va être difficile à supporter, y compris dans les 20 prochaines années, et quel que soit le scénario. Alors, François Chollet, vous êtes vice-président de Toulouse Métropole, vous êtes chargé de l'écologie, du développement durable et de la transition énergétique. Tous ces scénarios-là que nous venons d'envisager, j'imagine qu'ils sont déjà depuis longtemps intégrés à vos projets, de quelle manière vous agissez là déjà,
pour faire face à ces phénomènes? C'est clair que l'urgence climatique et puis les derniers rapports du GIEC font que les choses s'accélèrent finalement et que la réponse politique doit s'accélérer en même temps. Pour revenir sur la ressource en eau, c'est vrai que si je regarde le devenir de la ville, c'est pas tellement un problème quantitatif parce que le prélèvement d'eau pour l'eau potable de la ville est peu important, c'est quelques pourcentages sur l'étiage minimum. En revanche, ce qui est vrai, c'est que sur le plan qualitatif, et c'est un peu ce que vous disiez, nous sommes très attentifs à ce que la pureté de l'eau, la qualité de l'eau puisse être assurée. Et donc, c'est un œil vigilant sur ceci. Après, c'est vrai que ce que vous évoquez, en particulier la montée des températures, ça nous amène à réfléchir à la façon de réagir et d'adapter. C'est une forme de résilience qui doit apparaître. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une phase d'état des lieux, j'allais dire, d'apprécier l'état des lieux. C'est vrai que nous avons, je prends cet exemple-là, mis sur la métropole une 50aine de capteurs qui nous renseignent sur les îlots de chaleur. Ces capteurs mesurent la température en continu avec donc cette somme de données qui est centralisée à la métropole et qui nous permet de localiser les îlots de chaleur et qui nous permet de les quantifier. Je prends un exemple, si on fait une mesure 2 heures après le coucher du soleil, il y a un delta de 2 degrés entre le centre de Toulouse et la périphérie, la forêt de Bouconne par exemple ou Pibrac, qui peut aller jusqu'à plus 4 degrés. Donc il y a une vraie réalité qu'il nous faut apprécier. Ça, on a progressé dans cette appréciation-là. Ensuite, il faut les traiter, ces îlots de chaleur. Traiter les îlots de chaleur, ça veut dire qu'il faut voir ce qui peut être déminéralisé quelque part, et puis il faut voir aussi que c'est un appel à une végétalisation de la ville. Et c'est le cas dans cette ville où nous avons à la fois l'objectif de planter des arbres, de végétaliser la ville, de planter des arbres. Il y a 100 000 arbres d'ici 2030, et puis aussi de réhabiliter et de refaire cette trame verte et bleue à travers le programme ce qu'on appelle le programme des 5 grands parcs, qui sont des couloirs écologiques que nous souhaitons remettre, enfin, qui sont en place déjà, mais que nous souhaitons promouvoir. Donc il y a cette réflexion-là sur la chaleur, sur la façon de traiter ces îlots de chaleur ponctuellement et d'une façon globale à travers une végétalisation. Voilà un exemple que je pouvais vous donner. Sur l'eau, là je reviens quelques instants sur les questions d'eau, Pierre Riboteleux. Est-ce qu'il y a un vrai risque pour l'approvisionnement de l'eau potable dans les métropoles, là, dans les années à venir? Ça arrive déjà en fait. Je pense que si on questionne un peu largement autour de nous, des gens qui, par exemple cet été, sont partis en vacances à certains endroits et ont eu de la distribution d'eau en bouteille parce que l'eau du robinet n'était plus accessible, ça existe. Donc voilà, donc c'est déjà un mouvement qui est à l'œuvre. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'était évoqué précédemment, donc c'est l'intensification de ça qui va augmenter. Vous voyez, donc là, c'est difficile pour nous d'imaginer. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous développez là chez Veolia pour ce niveau-là, par rapport encore une fois à ces prévisions? Oui, alors c'est la bonne nouvelle par rapport à ce sujet, c'est que les solutions existent en fait. Oui. Donc, on est équipé aujourd'hui des solutions et des technologies, du savoir-faire qui permettent de répondre, de préparer les territoires à faire face à ces situations-là. Je pense par exemple, vous parliez de capteurs, dans le cadre de notre contrat de service avec la métropole, il est prévu qu'on déploie du télérelevé, donc c'est des compteurs intelligents qui mesurent en temps quasi réel l'eau qui est distribuée, l'eau qui est mise en réseau. On va déployer plus de 3500 capteurs complémentaires sur le réseau pour monitorer en temps réel ce qui se passe. Donc on va suivre l'eau.
Nous avons livré au président Moudinque le 13 octobre dernier le centre de supervision du service d'eau de la métropole de Toulouse, qui s'appelle Comet, qui est un espace connecté où l'ensemble de ces capteurs, les compteurs télérelevés, l'ensemble des capteurs qui instrumentent le réseau, plus d'autres informations, sont monitorés en temps réel dans une tour de contrôle qui permet de savoir s'il y a des fuites, par exemple. Dès qu'il y a une fuite, nous intervenons réactivement. Toute cette eau qui n'est pas perdue, qui n'est pas gâchée, c'est autant d'eau que nous n'avons pas besoin de prélever. Donc ça, c'est une première solution. Elle existe. La métropole de Toulouse s'en est dotée des technologies Veolia en la matière. Ça permet de préserver la ressource. Mais il y a d'autres ressources accessibles. La première ressource accessible pour les villes, c'est leur eau usée. Cette eau usée, le mécanisme de l'eau, c'est on la prend dans le milieu naturel, on en fait de l'eau potable, elle est utilisée par nous, habitants, par les industries, elle est rejetée, collectée, traitée et rendue au milieu naturel. En France, plus de 90% des eaux usées sont traitées à des niveaux, à des très très bons niveaux. Il ne reste pas grand-chose à faire pour leur donner une qualité potable. Il y a des pays où ça se fait. Il y a des pays où on fait du reuse, par exemple la réutilisation des eaux usées traitées domestiques pour faire par exemple de l'irrigation d'agriculture. C'est le cas en Espagne. En Espagne, 15% des eaux usées sont traitées et sont réutilisées à des fins industrielles ou agricoles. En France, c'est 0,2%. Voilà. Donc on sait le faire dans des pays très voisins. On achète leurs produits alimentaires, on achète leurs produits économiques, et ça se passe très bien. Donc voilà, on sait le faire, et notre groupe en particulier a des solutions pour le faire. On a les moyens de financer tous ces projets, oui, ce sont des projets plus onéreux. Si vous prenons le cas de l'Espagne, Oui. On dit l'Espagne c'est 15%. Je pense que les Espagnols ont réussi à investir avec un pays dont le PIB par habitant n'est pas tout à fait au niveau celui de la France. Ouais. Donc, moi, je pense que l'Espagne y est arrivée. Je pense que c'est possible que la France le fasse. Donc ça, c'est un premier point. Mais les Espagnols l'ont fait parce qu'ils étaient face à cette nécessité. Une nécessité du fait de leur climat pour maintenir une activité sur les territoires, une agriculture, une industrie. Si on se dit, vous parliez, qu'est-ce qui se passe dans 20-30 ans ? Ben, si on se dit que dans 20-30 ans, le climat de la France, alors c'est une très grosse approximation ce que je vais dire, mais ressemble ou pourrait ressembler au climat de l'Espagne, pour se donner des ordres de grandeur, on voit bien que ce n'est pas un ordre de grandeur dans la réutilisation des eaux usées traitées qui va le faire, c'est 2 ordres de grandeur. Il faut passer de 0,2% à 2%, et puis très rapidement aussi à 20% dans les 20 ans qui passent. On parle de projets d'infrastructure aussi. Ces projets-là ont besoin d'investissement, ils ont besoin d'être étudiés, d'être présentés, d'être acceptés, d'être validés du point de vue environnemental, du point de vue réglementaire. Ça prend un petit peu de temps. Il est important, je crois, de commencer le plus tôt possible à implémenter de telles initiatives qui ont lieu. Par exemple, pas très loin d'ici, à Orléans, on a un projet qui s'appelle Smart Fertile Reuse, où cet été, on a arrosé avec Orléans des champs de maïs avec de l'eau usée traitée. À Narbonne, on vient de terminer une installation qui s'appelle Irialto, qui permettra d'irriguer avec les eaux usées traitées de Narbonne 80 hectares de vignes du côté de Gruissant. Donc, et c'est bien la nécessité, hein, donc, pour maintenir une activité, ça avait été évoqué par monsieur. Alors, il y a l'hiver, effectivement, la neige, et puis il y a aussi l'agriculture, la vigne, la culture. François Choulet, quand on exerce des responsabilités comme ça dans une métropole comme Toulouse, comment on anticipe les choses ? Est-ce que, par exemple, vous avez fait des voyages déjà dans des villes, des métropoles espagnoles ou autres, déjà touchées par des phénomènes qui risquent de toucher la métropole toulousaine dans les prochaines années ? Comment on pense le long terme ? Parce qu'on le voit bien, il faut... ce que nous disent nos invités, là, on a des projections maintenant à long terme. Comment on intègre ça à la décision politique ? Alors, c'est vrai que les liens qui existent entre les villes permettent de partager les informations. Les villes ne sont pas isolées
et permettre de partager les informations. Mais c'est vrai que l'anticipation et surtout le choix de la bonne anticipation est essentiel. Vous parliez des eaux usées. Les eaux usées, dans cette ville, il y a quelques exemples, le golfe de Ginestou, où il y a des expérimentations en matière d'eau usée, mais tout de suite, il y a la question du financement, vous l'avez dit, la question d'un double réseau à installer. C'est des choses qui s'étudient, qui s'anticipent, qui nécessitent du temps et qui nécessitent une priorisation. En revanche, le territoire nous apprend que il existe d'autres choses comme la qualité de l'air qui s'altère, qui peut s'altérer. Il y a des questions énergétiques, il y a des questions de température, on l'a vu, des questions de pollution qui sont également au devant de la scène. Donc il y a des baromètres, à nous de les mettre à jour et d'en faire des outils de pilotage, mais ces baromètres nous permettent effectivement de caler une action. Robert Vautard, là, j'interroge le scientifique, mais aussi le scientifique qui observe un peu les mesures qui peuvent être prises dans ces métropoles. Qu'est-ce qui est le plus efficace finalement contre ces phénomènes que vous avez décrits tout à l'heure, que ce soit la vague de chaleur notamment? Qu'est-ce que vous avez observé qui marche réellement? Alors, bon, malheureusement, je suis pas non plus très spécialiste du domaine, mais je crois que ce qui est important de constater, c'est que finalement, on va être face à des phénomènes, et on est déjà face à des phénomènes qui sont beaucoup plus violents qu'avant. Comment dire, on va être face à des saisonnalités plus fortes. Donc ça veut dire moins d'eau en été, moins de pluie en été, plus en hiver. Alors c'est plus vrai aussi, encore plus vrai pour le nord de la France. Mais quelque part, il va falloir qu'on trouve un moyen de stocker l'eau, simplement. Quand on a ce déséquilibre voilà, je sais que des communautés en dehors de la France, mais certainement ça commence en France aussi, mais je vois dans des pays comme les Pays-Bas, le Danemark, on commence à effectivement réfléchir à ce genre de choses. Comment finalement stocker toute cette eau qui arrive d'un coup, notamment dans une ville. J'avais vu une très belle présentation de la mairie de Rotterdam sur comment utiliser des espaces qui sont normalement à sec dans des villes comme terrain de jeu pour les jeunes, etc., en période normale et en période d'inondation, permettre de faire tampon, ces espaces qui seraient un petit peu en dessous du niveau des chaussées, permettre de faire tampon aussi pour stocker un peu d'eau, parce qu'on n'arrive pas à l'évacuer pendant ces périodes extrêmement violentes de précipitations très fortes. Donc il faut trouver un moyen de compenser ces deux extrêmes d'une façon ou d'une autre. Donc je crois que c'est une bonne piste de réflexion. Il y a aussi une autre piste qui est simplement l'usage des sols. L'usage des sols, notamment en agriculture, où il y a des questions de perméabilité du sol, de capture du carbone. Enfin voilà, il y a toute l'agroécologie à l'heure actuelle est en train de ce domaine-là de réfléchir à ces questions-là. Et ces questions ont des conséquences sur le cycle de l'eau pour que les sols absorbent plus. L'absence d'imperméabilisation, ce qu'on appelle le net zéro artificialisation, tout ça ne sont pas des concepts sont des concepts très importants d'arrêter d'imperméabiliser les sols. Donc, ça, c'est des choses, je dirais, à l'ordre zéro qui doivent être mises en place, être réfléchies sur tout un ensemble de petits systèmes, mais avec des grands principes de base. Sur le stockage de l'eau, Pierre Ibotte, vous avez quelque chose à ajouter peut-être? Oui, c'est effectivement absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les enjeux de recharge de nappe, effectivement, l'eau, elle va être pas au moment où on a besoin et pas à l'endroit où on en a besoin, en fait. Donc, c'est déjà des situations, ça arrive d'ores et déjà. J'ai un exemple en tête qui est au Sable d'Olonne,
Donc on a un projet qui s'appelle Jourdain, Vendéo a développé un projet, notre client, il s'appelle Jourdain. On est très fiers d'avoir été sélectionnés par Vendéo pour leur apporter nos savoir-faire, nos technologies en la matière. Projet génial en fait, hein. Donc, où pour la première fois on va réutiliser, traiter des eaux usées, les réutiliser pour les injecter 25 km en amont de la ville du Stade d'Olonne dans une retenue qui est le lac du Jaunet, pour justement appréhender les enjeux de cyclicité et plutôt la désynchronisation entre les besoins et la présence de l'eau, aussi bien le moment de l'année et puis l'endroit où c'est. Les Sables d'Olonne, c'est en bord de mer. La population en été augmente de façon extrêmement significative et l'eau ne vient pas de là. L'eau vient de l'intérieur des terres et il y a un déséquilibre entre ces ressources, et donc Vendéo a développé ce projet-là. Et donc ce projet a démarré, on commence à construire cette usine, et c'est une phase pilote, hein. Donc on va réinjecter de l'eau usée traitée à un niveau qualité potable dans cette réserve, dans ce réservoir, et ça va alimenter la production d'eau potable des villes et des territoires qui sont en aval. Donc c'est vraiment exceptionnel. Donc ça, c'est un premier exemple concret d'une expérimentation, d'un pilote qui se fait, qui est en train de se développer, qui va être suivi pendant plusieurs années. Et la recharge de nappe, effectivement, ça existe. Ça existe notamment, j'ai en tête, en Catalogne, du côté de Barcelone, il y a des grands projets de recharge de nappe qui ont été faits. Nous avons contribué avec nos technologies Veolia à ces projets très importants de recharge de nappe, où effectivement on prend l'eau usée, on la traite et on la stocke, et elle sera repompée quand on en aura besoin. Ce qu'évoque monsieur le professeur, c'est une gestion dynamique en fait des ressources, et donc là aussi il y a aujourd'hui, on a des savoir-faire, on a des exemples, notamment la vallée de la Bièvre, hein, où on a mis en place, où il existe un système de gestion dynamique en fait de ces événements pluvieux qui font que dans les inondations récentes ou les phénomènes extrêmes qu'il y a eu récemment en région parisienne, eh bien, il n'y a pas eu de situation d'inondation dans cette vallée-là, du fait de cette gestion dynamique. On utilise des espaces pour tamponner l'arrivée massive d'eau, et on évite des inondations qui ont des impacts dramatiques pour les villes et pour l'activité industrielle. Donc le stress hydrique, c'est vraiment un sujet. On est d'accord, mais il ne faut surtout pas oublier cette dimension des inondations qui peuvent mettre à plat des sites de production industrielle. Alors, on a vu avec la crise du Covid que beaucoup de gens quittaient les grands ensembles, hein, les mégalopoles, les très 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 grandes villes. Est-ce qu'une ville comme Toulouse a une carte à jouer dans cette recomposition-là? Est-ce que finalement on travaille sur des scénarios qui sont peut-être un peu trop négatifs, que peut-être que la population que le mode de vie de l'avenir n'est pas forcément dans ces grands ensembles urbains? Comment vous voyez les choses là, après la crise qui n'est pas terminée d'ailleurs? C'est sûr que le Covid a changé les choses. Si vous permettez, je voudrais revenir sur ce qui était abordé, c'est sur le défi que représente l'artificialisation des sols. Oui. Et pour une métropole comme Toulouse, et comme toutes les métropoles, c'est un vrai défi. Et pourquoi? Parce que l'enjeu climatique en matière de gestion de l'eau, il a été signalé. Nous n'avons pas intérêt à imperméabiliser nos sols. Mais nous avons aussi à faire face à des besoins de foncier. Et c'est ce dilemme qui est parfois compliqué. La loi, nous sommes en train de diminuer l'artificialisation des sols sur cette métropole. On va passer dans les 10 ans qui viennent de 150 hectares à 60 hectares par an d'artificialisation pour les 780 000 habitants que nous représentons. Mais il faut bien voir que derrière cet aspect-là, ça a une conséquence, c'est qu'il y a 38 000 demandes de logement sur cette ville. Il faut y répondre. 38 000 Oui, en ce moment, il y a sur le bureau du maire de Toulouse et des maires des agglomérations, il y a 38 000 demandes de logement. D'accord. Et donc, il faut pouvoir y répondre. Ça veut dire qu'il faut construire, il faut continuer de construire des logements. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont monter.
et on va aboutir à une inaccessibilité des choses. Donc, à nous d'être astucieux. C'est un vrai défi actuellement que d'appréhender cette artificialisation et de faire en sorte que l'avenir et le développement de la ville puissent se faire. Pour revenir à ce que vous disiez, moi je pense effectivement, et on le voit très nettement, que le Covid a changé les choses. Je pense qu'à travers le Covid, les uns et les autres, nous avons pris conscience de notre fragilité quelque part et peut-être aussi de la fragilité de la vie elle-même. Et je pense que l'aspiration, ce que nous percevons nous, c'est que l'aspiration des gens, de nos concitoyens, est beaucoup plus axée sur la santé, sur la qualité de vie, sur la protection de la santé, de la qualité de vie au quotidien. Et je pense que c'est une réalité qui s'exprime dans les préoccupations pour la qualité de l'air, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Une préoccupation sur le cadre de vie. Lorsque je vous parlais de la végétalisation, ça a un effet qui est un effet thermique, de lutte contre les îlots de chaleur et contre la chaleur. Ça a un effet aussi de réhabiliter la ville dans la vie des gens. Et je pense que c'est d'ailleurs vers ceci que nous nous orientons. Je pense que le Covid, effectivement, a changé les choses vers la santé, la nécessité de prendre en compte les contingences climatiques aussi. Il y a une sensibilité qui est bien supérieure. Et puis aussi derrière, il ne faut pas le séparer de la nécessité du drame, de la façon dramatique dont on parle de l'avenir du climat. Il y a un enjeu de qualité de vie. La qualité de vie, dans notre esprit, doit être préservée là derrière. Et si on le peut, et je pense qu'on le peut, accru. Je ne sais pas si nous avons des questions. Je crois que Boris devait nous rejoindre, non, dans les dernières minutes. Je voulais vous demander, Robert Vota. Ah ben, Boris est là. Je crois qu'il doit avoir peut-être des questions pour nous, non ? Voilà, mon micro est ouvert. J'avais une question. Est-ce que tout simplement les villes n'ont pas atteint leurs limites ? On ne peut plus construire, plus densifier sans épuiser le sol. Quid d'un nouvel exode rural et des petites villes moyennes ? Qui veut répondre ? C'est une question de fond, mais elle est bonne. Moi, je pense qu'il y a la capacité de construire. Il y a une nouvelle ville qui est en train de se dessiner. Je pense qu'effectivement, il y aura plus de densité et moins de consommation foncière. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire. La question de la répartition avec les villes moyennes qui sont situées à 1 heure de Toulouse est une vraie question. Je pense qu'il faut effectivement l'intégrer. C'est toute la démarche des entreprises, c'est toute la démarche des universitaires qui se délocalisent, et je pense que c'est quelque chose qui doit être encouragé. Il y a un équilibre qui est peut-être à retrouver entre les grandes villes, mais je ne pense pas qu'on arrête de construire dans les grandes villes. Je pense que les besoins existeront toujours. Je pense que la ville se réinvente à travers ce que je disais, c'est-à-dire des cœurs de quartier, à travers une végétalisation, des commerces, des transports qui sont maîtrisés, et peut-être sans doute une densité plus importante. Pierre Ribotte, vous allez lâcher Paris, vous venez vivre à Toulouse ? Ce sera un retour aux sources pour moi. Non. Oui. Vous êtes né à Toulouse ? Alors, je suis né à Toulouse, grandi un petit peu plus dans la campagne toulousaine. Ouais. C'est une bonne question. Merci d'avoir posé. Non, mais c'est une question qui est sous-jacente, qui se pose sur le retour à la Terre, sur la quête de sens. Non, je comprends bien. Et il va nous falloir du temps là pour y répondre en détail. Mais donc c'est une question qui est présente dans la tête je pense de beaucoup de gens. Maintenant, on habite aussi là où on travaille, hein, donc il se trouve que moi j'ai le plaisir et la chance de travailler dans une entreprise fantastique, hein, qui a une raison d'être, une mission qui est juste incroyable, hein, et extrêmement passionnante. Et j'ai l'opportunité, et avec l'ensemble des collègues de Veolia, nous avons l'opportunité de participer à une aventure pour le compte de nos clients, des donneurs d'ordre publics et nos clients industriels, de les préparer à se transformer pour faire face aux défis de l'urgence climatique, de la raréfaction des ressources, et vous l'avez évoqué, c'est central, de la qualité de vie.
de la qualité de vie. Donc, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, qui me passionne, et donc j'en oublie Paris, et j'en oublie aussi Toulouse du coup. Alors, vous savez que la grande mode, c'est de travailler au pays des vacances. C'est ce qu'on a vu apparaître après la... Une dernière question pour Robert Vautard. C'est quoi les villes où il fera bon vivre dans 20 ans? Ça, c'est casse-gueule. C'est une question difficile, là, puisqu'on est, fortement ancré en région toulousaine. Donc, Toulouse, bien sûr, mais parce qu'il y a quand même, d'ici, voilà, il y a un certain nombre de défis à surmonter. Je pense qu'il faut aussi voir une chose, c'est que ces défis, ils sont pas seulement sur l'adaptation, mais ils sont aussi à trouver des solutions pour avoir pour réduire les émissions de CO2, puisque on verra les effets effectivement au bout de 2 décennies quasiment, hein. Et les effets seront visibles en 2040, en 2050 si on commence maintenant. Donc alors maintenant, pour savoir où il fait bon vivre, alors moi je ne peux pas m'empêcher de citer les Cévennes parce que c'est vraiment un endroit. Bon, je suis aussi habitant des Cévennes par ailleurs. Donc c'est un endroit fantastique, mais pour aussi de nombreuses raisons. De façon climatique, c'est vrai que la Méditerranée va avoir des défis majeurs sur l'eau, sur la chaleur, sur la montée du niveau des mers. Mais comment dire, voilà, c'est des défis que je pense qu'on va pouvoir relever en tout cas à court terme. Et si en plus on préserve le long terme, ça restera une région tout à fait accueillante et sympathique à vivre, avec beaucoup de soleil et une qualité de vie qui est très importante, hein. Donc voilà, moi j'en tiens là. Après, si on est plus adepte des climats tempérés et si on souhaite avoir moins de transformation, il faut peut-être aller voir du côté de la Bretagne ou du nord-ouest de la France. Mais bon, c'est un autre choix. Ne venez pas trop nombreux quand même en Bretagne, on est très bien déjà. Il y a un précaré pour Sébastien. Merci à tous. Merci beaucoup sous vos applaudissements. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour notre 11e session, gaz, électricité, pourquoi tout est si cher.